Bonjour, 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 bonjour.
Bonjour, Bonjour. tu m'entends? Oui. Oui, ça va? T'as passé de bonnes vacances? Oui, je veux bien et vous? Ça va, ça va. Ok, cool. Bon, on va reprendre notre cours sur la liberté. Oui, On va faire une petite révision et ensuite on travaillera sur un sujet de dissertation. oui, Alors, c'est bien de lire, ne serait-ce qu'un peu de temps en temps les cours, parce que le fait de lire, remémorise, ça remémorise le cours oui, et les idées essentielles. Et c'est important parce que voilà, là, ça va arriver assez vite quand même. On est déjà au début mai. Juste le lire, enfin le lire de temps en temps, pas besoin d'apprendre tout par cœur. oui, D'ailleurs, on n'apprend pas vraiment les cours par cœur, mais le fait de les lire, on mémorise les idées essentielles. oui, oui. On va donc commencer la révision du cours. Alors, on fera ça un quart d'heure, peut-être 20 minutes, et ensuite on fera le sujet de dissertation. Alors, comme on avait dit la dernière fois, la liberté, c'est une notion qui s'oppose avant tout à, à une contrainte ou à une servitude. Oui, Servitude, donc exercée par autrui, ou alors une contrainte extérieure, ça peut être par exemple une situation dans laquelle on se trouverait et qui nous empêcherait d'agir librement. Ça va être par exemple des phénomènes naturels, catastrophes naturelles, par exemple, qui nous empêchent de vivre correctement. oui. Ça va être, je sais pas, moi, en Afrique, on peut dire, voilà, la sécheresse, par exemple. Je vous entends pas très bien. Ah, là, tu m'entends mieux? Euh, Pas encore très très bien. Et là, tu m'entends mieux? Oui, là, ça va mieux. Ok. Alors, donc, je disais que la liberté, c'est quelque chose qui s'oppose à une contrainte ou à une servitude donc, exercée par un autre. Une contrainte, c'est, on va dire, plus large, ça peut être aussi une contrainte liée à un phénomène naturel, par exemple. Euh, Je vous entends vraiment pas très bien. En fait, ça grisonne et j'arrive même pas à entendre. et là, ça va mieux? Oui, ça va mieux. Alors, euh, je disais que la liberté, là, tu m'entends bien, c'est bon? Oui, là, c'est bon. Donc, je disais que la liberté, c'est une notion qui s'oppose à la contrainte et à la servitude. Euh, Mhm. la servitude d'un autre et la contrainte, ça peut être la contrainte liée à un phénomène extérieur. La contrainte, c'est d'un point de vue un peu plus large. Et donc, la liberté renvoie donc à quelqu'un qui n'est pas esclave, de manière générale, à cette servitude, à cette contrainte. Euh, voilà pour la définition. Ok. Voilà pour la définition, on va dire très restreinte. On va pas s'attarder là-dessus. Euh, mais on s'était dit que la liberté, c'était quand même une notion assez complexe à définir parce que, d'une manière générale, on sait que c'est important, mais il y a toujours un flou dans notre esprit euh, qui, euh, euh, qui nous empêche réellement de définir la liberté. Et pour Ok. ça, on va faire appel à certains philosophes pour essayer d'aborder cette notion de liberté. Et comme on l'a vu, on va avoir des approches assez différentes. Mhm. Mais lorsqu'on pense à liberté, intimement, euh, on- cette notion de liberté, elle est intimement liée à notre expérience, au fond, à notre vie, à tout ce que nous expérimentons tout au long de notre vie. Et on ne peut pas comprendre la liberté sans faire référence aussi à notre expérience. Oui. Et c'est aussi par l'étude et par la réflexion sur cette expérience qu'on peut aussi comprendre aussi cette notion de liberté. Ok. Mais bon, ça, après, tu peux revoir le cours de la dernière fois pour cette définition
on va dire, pour la définition de la liberté, pour une explication de la liberté, parce qu'en philosophie, c'est toujours difficile de définir vraiment un terme. On ne définit pas un terme comme on pourrait définir euh, euh, des, euh, des choses d'un point de vue scientifique, comme en mathématiques ou dans la physique, par exemple. Parce qu'il y a toujours, il y a toujours une certaine approche relative en fonction des communautés, des réflexions, des individus, etc. Donc, il n'y a jamais une définition stricto sensu applicable à tous, mais on va dire qu'en philosophie, les notions elles vont plus ou moins s'adapter aux cultures et aux coutumes des personnes. Ok. Mais ensuite, il y a quand même des philosophes comme Kant qui vont estimer qu'il y a des définitions universelles et, on va dire, des définitions plus propres à chaque coutume, à chaque tradition. Ici, on avait parlé de l'ambiguïté du terme en notre premier point. Euh, on avait parlé de deux types de liberté, d'un point de vue politique et de Je l'autre. vous entends pas très très bien. Et là, c'est bon. En fait, je sais pas, c'est que ça grisonne et j'entends pas bien. Ah, et là, ça va mieux? Ouais, un petit peu, mais... Ok. D'accord. Alors, et tu me vois sur l'écran, c'est bon? Oui. Ok. Alors, je disais que euh, la liberté est peut-être abordée sous deux angles. Ça, c'est ce qu'on avait vu dans notre premier point. La liberté d'un point de vue politique et ensuite, enfin, d'un point de vue politique et social et de l'autre, d'un point de vue philosophique. D'un point de vue politique, c'était tout simplement arriver à ses fins. D'accord? On avait des buts et il faut accomplir ces buts en politique et dans le domaine social. D'un point de vue philosophique, elle appartenait à ce que à ce que l'on a théorisé comme l'autonomie du choix, Mhm. c'est-à-dire ce qui représente un peu notre autodétermination, c'est-à-dire notre choix d'aller vers tel ou tel chemin, d'emprunter telle ou telle route, etc. Et on avait ensuite, donc on avait distingué ces deux façons d'aborder la liberté et on avait fait le parallèle entre liberté et désir. Et ici, on avait parlé de Platon. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Oui. Platon, dans le Gorgias, notamment, donc dans l'ouvrage de Gorgias, il crée un personnage. On ne sait pas trop si ce personnage. Je vous entends pas bien. En fait, c'est que là, je vous entends vraiment pas bien. Ça Et là, grésille et j'arrive pas à ah, entendre ce que vous dites. c'est étrange. Je Là, tu sais pas si vous m'entends. êtes loin ou près du micro ou ce qui se passe, mais... Ben, normalement, je suis à côté de mon micro. Là, tu m'entends? Là, je suis à côté de mon Oui, mais micro. c'est pas... Enfin... C'est pas net, quoi. Ah, c'est étrange. C'est bizarre. Pas net, j'entends à peine... Euh, euh, oui, parce que là, tu m'entends toujours pas? Bah, en Tu fait, c'est que c'est m'entends? pas clair. C'est que c'est pas clair. J'entends à peine ce que vous dites. Et en parlant vite, j'entends rien du tout. Ben, je vais parler un peu plus doucement. Alors, Ok. là, tu m'entends bien? Oui, ça va. Ici, comme ça? D'accord. Alors, comme on avait dit la dernière fois dans le Gorgias Oui. de Platon, il y a un personnage du nom de Calliclès. D'accord? Ce Mhm. personnage, Calliclès, euh, il nous dit que la liberté, c'est tout simplement le fait de satisfaire tous ses désirs. Il faut que la personne satisfasse tous ses désirs et c'est en ce sens qu'il est réellement libre. D'accord? Mhm. Oui. Calliclès qui s'oppose donc à Socrate. Socrate, euh, lui, ne sera pas bien entendu d'accord et va donner une réponse
à sa critique. Mais avant ça, Calliclès, il nous donne l'exemple d'un tyran, d'accord? Donc d'un chef d'une cité, qui est un tyran, et qui impose sa loi aux autres. Et il nous dit qu'en fait, ce tyran, il est réellement libre parce que, tout simplement, la nature a fait de lui un homme fort. Et que, en tant qu'homme fort, il a une certaine légitimité à exercer son pouvoir, à Mhm. exercer sa domination sur les autres, et ainsi à pouvoir à tous ses désirs. Il doit se laisser aller à tous ses désirs parce que c'est cette logique de la loi du plus fort. D'accord? Ok. Ensuite, on avait abordé le point suivant, où là, on va mettre en avant la critique de Socrate. Socrate, il nous dit que pour être libre, il faut être un être mesuré. Oui. Si ce tyran de Calliclès se laisse aller à tous ses désirs, au fond, pour Socrate, il est aussi esclave de ses propres désirs. Il croit être libre, mais au fond, il est esclave de ses propres désirs. Mhm. Non seulement il est esclave de ses désirs, parce que le désir appelle toujours un nouveau désir et il n'arrive pas à se contrôler, il n'arrive pas à se maîtriser. Et en plus de cela, le pouvoir politique qui lui est légué, qui lui est attribué, il l'exerce pour son propre plaisir et non pas pour le bien commun. Donc, de facto, il est non seulement lui esclave de ses propres désirs, mais il rend toute la cité esclave de ses propres désirs. D'accord? Mhm. Au fond, non seulement il s'asservit lui-même, mais il va aussi asservir toute la cité. Et donc, c'est pour ça que Socrate, il donne l'image du tonneau percé. Mhm. C'est-à-dire que le tyran n'est jamais satisfait de ses désirs. Et comme un tonneau percé, tu as beau le remplir, là, il se vide parce qu'il est percé. Et il faut toujours le remplir, le remplir, le remplir. Et c'est en ce Oui. sens que Calliclès, il est esclave de ses désirs. Et non seulement il est lui esclave et il rend la cité esclave de lui, mais en plus, il crée des futures conditions de sa destitution. C'est-à-dire que le peuple, tout simplement, il va à un moment donné se révolter contre le tyran. Donc il va Ok. mettre fin à à cette soi-disant liberté liée à la loi du plus fort. Donc ces désirs qu'exerce l'homme fort, un jour ou l'autre, ils vont finir par s'arrêter et peut-être même de manière violente. Donc il n'y a rien ici qui relève de la liberté pour Socrate, dans l'exemple que nous donne Calliclès. Voilà pour le grand 1, on avait ensuite abordé le grand 2, et on avait fait le parallèle ici entre liberté et raison. On avait déjà un peu commencé à établir ce parallèle dans le grand 1 entre le fait d'être mesuré, et pour être mesuré, ben, il faut être raisonnable. Oui. Et ici, on avait abordé l'exemple, enfin, on avait fait référence à Descartes, un classique, et pour Descartes, ce qui nous rapproche réellement de Dieu, c'est notre expérience de la liberté. C'est par notre expérience de la liberté que l'on comprend qu'on a été créé à l'image de Dieu. On a été créé à l'image de Dieu parce que
nous avons en nous cette liberté, notamment cette liberté de choix. Et c'est ça qui nous rend à l'image de Dieu, pour Descartes. Oui, Et il dira que cette liberté, au fond, elle est infinie. On verra par la suite que c'est extrêmement important et qu'elle est infinie parce qu'en effet, je cite, en effet, je l'expérimente si vague et étendue qu'elle n'est renfermée dans aucune borne. Donc ça, c'est dans la méditation métaphysique. oui, Infini, pourquoi? Alors, parce que je peux souhaiter des choses à l'infini. Je peux souhaiter tout et n'importe quoi. Mais mon entendement, ma raison, m'impose des limites, me restreint dans mes souhaits. C'est-à-dire que mon entendement, ma raison ne peut pas concevoir des choses qui sont au-delà de ma portée, qui sont au-delà de oui, ce que je peux faire, au-delà de ce que je peux, euh, oui, au-delà de ce que je peux faire, tout simplement. oui, Donc, il y a un paradoxe ici chez Descartes entre, d'un côté, une volonté infinie, on peut souhaiter tout et n'importe quoi, et d'un autre côté, une raison qui, elle, est limitée. Et c'est en ce sens, pour Descartes, qu'on va chuter dans l'erreur. On chute dans l'erreur parce qu'on souhaite des choses qui sont au-delà, qui vont au-delà de notre raison. On souhaite des choses qui ne sont pas raisonnables. Et c'est en ce sens qu'on n'est pas libre. On est libre oui. parce que notre raison nous impose des limites. Et c'est ça le problème ici de l'erreur pour Descartes, c'est que la volonté, enfin, le problème de la volonté et de cette erreur, c'est que la volonté peut très bien refuser la vérité de notre entendement, de notre raison, ou tout simplement ne pas accepter cette Mhm. soi-disant vérité. Et la volonté peut très bien, par illusion, se façonner une fausse vérité et se dire, bah, moi, je décide de suivre cette possibilité. Par exemple, ça va être les préjugés, toutes les fausses opinions. D'ailleurs, c'est intéressant, on peut ici faire le parallèle avec Platon. Platon nous fait la distinction entre les connaissances sûres et les connaissances à rejeter. Les connaissances à rejeter, ce sont celles qui relèvent des Je opinions. vous entends pas très bien là. Pour Platon, les connaissances à rejeter, ce sont les connaissances qui relèvent des opinions et des croyances, parce Mhm. que elles pensent mal, comme le disait Bachelard. Platon nous dit que les opinions sont basées sur nos émotions et non pas sur notre raison. C'est-à-dire qu'on admet des choses qui ne sont pas raisonnables. Et les connaissances qu'il faut garder pour Platon, ce sont les connaissances issues de notre raison, enfin de notre connaissance discursive et, de, et du monde des idées. La raison discursive, c'est tout simplement notre réflexion. Ici, en faisant ce parallèle avec ce que nous dit ici Descartes, la volonté infinie de Descartes, elle s'attache à des opinions, à des croyances, à des choses qui sont incertaines et qui font appel à nos émotions. Mhm. Par exemple, ça va être les préjugés, ça va être le racisme, ça va être, je sais pas, toute forme de discrimination. C'est des choses qui ne sont pas, ne relèvent pas de la raison, mais relèvent de l'émotion. C'est parce que nous sommes en colère contre telle ou telle personne et nous allons établir des préjugés. Parce que nous nous laissons porter par nos émotions. D'où l'erreur.
pour Descartes. C'est bon pour toi ici, ce point? Oui, Ensuite, on avait parlé du doute radical. Tu as déjà entendu parler du je pense, donc je suis de Descartes. Je vais aborder ça brièvement. Pour Descartes, pour prouver l'existence, notre existence, il faut douter. Et c'est parce que je doute de mon existence que par la même occasion, je prouve que je pense. oui, Parce qu'il faut une pensée pour pouvoir douter. Car s'il n'y avait pas de pensée, il n'y aurait pas de doute. Par conséquent, si je pense au travers du doute, c'est bien que j'existe. D'accord? Et par la même occasion, ce doute est lui aussi l'expression de ma liberté. J'ai en moi cette faculté, cette liberté que Descartes dira innée. Enfin, c'est pas une liberté innée, mais cette capacité de douter innée qui nous permet d'exprimer notre liberté. Je peux douter de tout et me faire mon opinion. Enfin, me faire mon opinion, me faire une réflexion. Et c'est ce doute qui nous permet de contrecarrer toute forme d'illusion et de manipulation. L'illusion et la manipulation va à l'encontre de la liberté. oui, Et il dira, afin que je sois libre, il n'est pas nécessaire que je sois indifférent à choisir l'un ou l'autre des deux contraires, mais plutôt, le temps que je pense vers l'un, soit que je connaisse évidemment que le bien et le vrai s'y rencontrent, soit que Dieu dispose ainsi l'intérieur de ma pensée, d'autant plus librement, j'en fais soin et je l'embrasse. oui, Ici, il fait donc référence à deux types de liberté. Une est basée sur le choix et il me semble qu'on aborde après. Euh, une basée sur le choix et une autre basée sur ce qui est clair et distinct, sur l'évidence. Après avoir prouvé l'existence et avoir prouvé que le doute permet une base essentielle pour l'expression de notre liberté, Descartes identifie deux types de liberté. Une première qui est la liberté par évidence, par l'évidence. Quelque chose qui apparaît de manière claire et de manière distincte en mon esprit, c'est quelque chose d'évident, c'est une vérité. Pas besoin de réfléchir là-dessus, c'est vrai. Si on revient sur le doute de Descartes, sur l'existence de la personne, il n'y a pas besoin de faire une thèse, il n'y a pas besoin de passer des années à réfléchir pour savoir si l'être, il existe ou pas. Il suffit tout simplement de se dire, si je doute, c'est bien que je pense, et si je pense, c'est que j'existe. C'est quelque chose d'évident. D'accord? oui, Donc, là, c'est une première liberté, une liberté de type évident. Et c'est la plus puissante pour Descartes. Ensuite, la seconde liberté, c'est une liberté de choix, de choisir d'aller dans telle ou telle direction. Mais ce choix, il peut nous tromper. Il peut être un mauvais choix. C'est pour ça que c'est secondaire.
Parce que un choix, faut qu'il soit réfléchi. S'il n'est pas réfléchi, il est l'expression de ma volonté, mais il peut nous tromper. Un mauvais choix nous amène vers les mauvaises directions. Et Descartes, il en vient alors ainsi à mettre en avant cette notion de libre arbitre qu'il définit comme la capacité de vouloir agir par soi-même. Donc, ça revient donc à la liberté de choix. Et ça, bah, sans être réellement déterminé ou, ou influencé, ou être déterminé ou poussé par, entraîné, poussé par des causes extérieures. C'est-à-dire un choix véritable personnel. J'entends rien là, j'entends rien. Descartes, il en vient alors à définir, à mettre en avant le libre arbitre comme la capacité à agir par soi-même, indépendamment de toute cause extérieure, de toute détermination extérieure, c'est-à-dire des influences qui viendraient nous déterminer sur nos choix. Ok. Donc, je passe là-dessus. Ensuite, on avait abordé notre point qui est le libre arbitre comme manque de rationalité, et notamment pour Spinoza. On vient de parler donc de libre arbitre et on vient de dire que pour Descartes, notre liberté, nos choix de liberté, elles doivent se faire en toute autonomie, sans influence, sans Oui. détermination extérieure. Sauf que c'est difficile de réellement admettre ça parce que souvent nos décisions elles sont sous le coup des influences extérieures. Par exemple, le choix de tel ou tel désir de carrière professionnelle, est-ce qu'il n'est pas euh, favorisé par notre milieu social, par exemple? Est-ce qu'on est réellement libre de notre choix de carrière? Ici, on a un sociologue, un, un sociologue très connu, du nom de Pierre Bourdieu, qui parle d'habitus, d'habitus de classe, qu'on avait déjà abordé la dernière fois. Tout simplement, pour lui, il reprend cette thèse marxiste comme quoi notre classe sociale, de manière générale, elle, elle nous guide, elle nous influence dans nos choix de vie et notamment dans nos études et aussi dans notre comportement. Et cette notion de comportement, enfin, ici, cette réflexion sur le comportement est importante parce que c'est notre classe sociale qui va aussi en partie déterminer notre comportement social. Oui. Et si on revient à quelques siècles en arrière, on a quelqu'un du nom de Spinoza, on avait déjà parlé, dans un ouvrage éthique, qui est le dernier ouvrage, il me semble, de Spinoza. Pour lui, l'homme, il est totalement déterminé. La seule liberté qui existe pour l'homme, chez Spinoza, c'est la liberté en Dieu. Il n'y a que la liberté en Dieu qui
euh, existe. Parce que pour lui, le libre arbitre manque de rationalité. Et au fond, pour Spinoza, l'individu, il croit être libre de ses choix, mais au fond, tous ses choix, toutes ses actions, elles sont déterminées par des causes extérieures. Ça va être par exemple des influences sociales, ça va être des désirs liés à nos pulsions corporelles, ou alors tout simplement on peut consentir à aller dans telle ou telle direction par faiblesse d'esprit ou par nécessité. Par exemple, je suis très pauvre, j'aurais aimé avoir tel ou tel travail, mais actuellement je ne peux pas. Donc du coup, je suis obligé de me contenter d'être, je sais pas, un plongeur dans un restaurant ou Oui, serveur dans un restaurant. Donc par nécessité, je suis obligé de me contraindre. Donc je ne suis pas réellement libre. Et il dira, les hommes se trompent en ce qu'ils croient, en ce qu'ils se croient libres, et cette opinion consiste en cela seul, ils ont conscience de leur action et sont ignorants des causes par où ils sont déterminés. Ce qui constitue donc leur idée de la liberté, c'est qu'ils ne connaissent aucune cause de leur action. Ce qui est très logique pour Spinoza, c'est que les causes, toute cause des actions et toute cause qui nous détermine, seul Dieu est capable de les connaître. Nous ne pouvons pas connaître les causes de nos actions. Je vais donner un exemple. Admettons que l'on va dans un concert et là, on est content, on est excité, ça se passe très bien. Alors là, on va se dire, ben oui, ce sentiment d'excitation, ben en fait, je connais la cause. C'est le concert. Spinoza me dira non, ce n'est pas le concert. Le concert, lui, cette ambiance, un concert, il va stimuler cette joie qui est en nous. Il ne fait que stimuler. Il ne fait qu'éveiller cette joie qui est déjà en nous. Mais l'origine même de cette joie, on ne la connaît pas en ce moment. Est-ce que c'est bon pour toi ici? comment? Est-ce que c'est bon pour toi ici? Oui, ça va. Alors, on va mettre de côté Spinoza parce que c'est quand même assez particulier. Parce que Spinoza, d'un point de vue juridique, ce n'est pas tenable. On ne peut pas, par exemple, à quelqu'un qui, sous le coup de l'alcool, a assassiné quelqu'un d'autre, on va lui dire, ben non, c'est pas de sa faute, parce qu'il est déterminé. Déterminé par des causes extérieures que sont l'alcool. Ça, d'un point de vue juridique, ce n'est pas tenable. Mais Spinoza, il aura très certainement une réponse à cela. Il dira tout simplement que oui, il faut condamner euh, cette personne parce que c'est dans l'ordre des choses. Et que de toute façon, si il avait essayé euh, de reconnaître la liberté en Dieu, très probablement qu'il ne serait pas venu à assassiner quelqu'un. Parce que la liberté, pour Spinoza, elle existe, mais elle existe dans notre lien, dans notre rapport au divin.
Bon, je vais laisser ça de côté. Je vais aborder maintenant notre troisième point, notre dernier point. C'est tout simplement ici d'associer la liberté à notre sentiment de responsabilité. Pour lier la liberté, pour comprendre pour comprendre cette responsabilité liée à la liberté, il faut faire le parallèle donc à la raison, revenir à la raison. Et c'est notamment ce que mettait en avant le stoïcisme, donc un courant de pensée qui a émergé durant la Grèce antique et qui s'est propagé euh, jusqu'à l'Empire romain. Pour les stoïciens, connaître les lois de l'univers, alors les lois de l'univers, c'est pas uniquement les lois physiques, mais c'est les lois sociales et aussi les lois psychologiques. Connaître ces lois-là, enfin, s'il y a des lois psychologiques, connaître ces lois revient à faire de nous des hommes libres pour le stoïcisme. Si on connaît ce qui détermine les choses, on peut agir dessus. Et c'est le cas notamment de la science, de la technologie. C'est parce qu'on connaît les lois de la nature qu'on peut agir dessus. On a cette liberté de créer, d'innover en technologie et d'agir sur notre environnement. Mais c'est valable aussi pour, pour nos rapports sociaux, aussi pour nos libertés de choix. Épictète, qui est un auteur donc, romain, il dira, si en chacune de nos actions, nous gardons ce souci de la raison et de connaissance de notre environnement et des lois universelles, nous entreprendrons chacune de nos actions avec plus d'assurance. Donc le fait de connaître les choses, de s'adapter aux choses, ben, nous pouvons agir avec plus d'assurance. C'est bon pour toi? Oui, Mais les lois universelles, c'est aussi les lois morales. Et là, on avait abordé un point qui était assez difficile, c'était la liberté, donc c'est Kant. Pour Kant, pour Kant, si, si nous ne sommes pas libres, alors tout simplement, il est impossible pour l'homme qu'il fasse le moindre choix moral et d'agir conformément au bien. Si on n'a pas de liberté, ben on ne peut pas agir de manière éthique. On ne peut pas dire, ben, si on n'est pas libre, alors je ne vais pas, par exemple, décider de ne pas voler quelqu'un parce que c'est pas bien. Je vais le faire parce que du coup, je suis déterminé, c'est instinctif. Je vais prendre ce qui ne m'appartient pas. Et ça, pour Kant, c'est pas possible. Même si on ne peut pas trouver la liberté, pour Kant, d'un point de vue physique, on doit au moins la postuler. C'est pour ça que Kant, il parlera de la liberté, et ça c'est extrêmement important,
d'un postulat de la raison pratique. On est obligé pour Kant de postuler la liberté. La liberté, comme tu le sais, comme tu peux t'en douter, elle ne peut pas se prouver d'un point de vue scientifique. Elle ne peut pas se prouver dans le monde physique. On est obligé de postuler. Postuler ici, c'est d'admettre comme vrai qu'elle existe d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue spirituel, de l'esprit. D'accord? Oui? Oui, Donc, c'est une exigence imposée par la morale, pour Kant. Pour Kant, si tu dois faire quelque chose, c'est que tu peux le faire. Si on doit faire quelque chose, ça veut dire qu'on est en capacité, on a la liberté de pouvoir le faire et de mener à bien cette chose en question. Ici, la raison pratique pour Kant, c'est tout simplement mettre en pratique notre morale, notre éthique. La liberté, elle va obéir, pour Kant, à une loi morale et non seulement universelle, mais aussi rationnelle. C'est-à-dire que la liberté, si on prend le cas de ce que disait Socrate tout à l'heure, elle ne suit pas les inclinaisons euh, sensibles ou de nos désirs. La liberté, elle suit la raison. Elle suit la raison, et cette raison nous aide à, elle nous aide à fonder une morale, une éthique de vie. Ne pas voler, par exemple, c'est quelque chose que je vais ériger comme une loi morale, parce qu'il y a une certaine logique, il y a une certaine raison derrière le fait de ne pas voler, simplement parce que ça ne m'appartient pas, tout simplement parce que je vais causer du tort à quelqu'un d'autre. Toute cette réflexion fait que je vais ériger le fait de ne pas voler en loi morale. Et du coup, je vais agir de manière libre en prenant en compte cette loi morale. Je suis libre parce que je ne vole pas quelqu'un d'autre. Mais si je me mets à voler, c'est parce qu'en fait, je suis esclave de mes désirs. C'est parce que la personne détient quelque chose qui suscite en moi un désir. Et je ne suis pas capable de maîtriser mon désir. Donc, je vais voler. Et c'est pour ça que c'est à notre volonté de nous écarter, dans notre volonté associée à la raison, de nous écarter de ces inclinaisons, de ces désirs. C'est ça qui parle d'une autonomie de la volonté. Donc, un individu qui est libre, c'est quelqu'un qui a mis en place, enfin, qui a érigé des lois morales et qui agit en connaissance de ces lois morales de manière rationnelle. Et donc, du coup, il est libre, totalement libre. Est-ce que c'est bon pour toi sur ce point? oui, ça va. Mais quand il va rajouter un autre point à cette liberté,
La raison seule n'est pas capable de prouver la liberté, de prouver ce postulat de la liberté. La raison, ça ne suffit pas. Il faut mettre en pratique. C'est pour ça qu'il parle c'est pour ça que c'est un postulat de la raison pratique. Parce que la raison seule, la raison théorique, ça ne suffit pas. Il faut le mettre en pratique dans notre vie quotidienne. Et ce, conformément au bien. Oui, Au fond, ici, Descartes, pas Descartes, Kant, il s'interroge sur les limites de notre raison. On a des limites à notre raison, seul ne suffit pas. Il faut agir au quotidien. Il faut mettre en pratique notre morale, notre éthique. Tant qu'on ne prouve pas dans la pratique telle ou telle théorie, bah alors à ce moment-là, elle n'a pas vraiment de valeur. Tant qu'on ne prouve pas la liberté dans le champ pratique, alors l'individu, il peut très bien dire, bah, la liberté n'existe pas. Comme c'est le cas pour, on va dire, pour Spinoza. Il faut qu'on puisse mettre en pratique notre morale issue de notre raisonnement, de notre réflexion, que là, en agissant moralement, on prouve à chaque instant la liberté. Et si au contraire l'homme il est totalement soumis à ses instincts, à ses désirs, alors il ne peut pas approuver la liberté, puisqu'il est tout simplement, il croit être libre alors qu'il ne l'est pas. Simplement parce qu'il est déterminé par ses désirs. Et la liberté, c'est justement cette capacité de poser le pour et le contre, de prendre du recul face à ce qui se présente à nous et d'associer, de réfléchir à telle ou telle situation qui se présente à nous en fonction de notre morale et de notre éthique. Si on reprend le cas de voler, on a un objet qui se trouve face à nous, euh, on va se demander est-ce que cet objet appartient à quelqu'un, oui ou non, est-ce que je peux le prendre ou est-ce que je ne peux pas le prendre? Est-ce que si je le prends, est-ce que ça va à l'encontre de ma morale, de ne pas voler? Donc on va réfléchir sur chaque situation en fonction de notre raison, du coup en fonction aussi de notre vie et de notre morale. Et c'est cette réflexion qui fait que nous sommes libres. Et pour ça, il faut la mettre en pratique. Donc il faut qu'il y ait des situations qui se présentent à nous dans le monde pratique, dans le monde de société. Et c'est pour ça que Kant, et tu entendras peut-être par la suite cette notion d'impératif catégorique. L'impératif catégorique ici, pour Descartes, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est tu dois, si tu dois, c'est que tu peux le faire. Et le tu dois, c'est un devoir qu'a l'individu d'agir moralement, d'agir en fonction de son éthique, sa morale. Est-ce que c'est bon pour toi en ce qui concerne Kant? oui, Maintenant, on va finir sur ça avec Sartre. ok. On avait, Est-ce que vous pouvez vous approcher plus du micro parce que je n'entends pas très bien là? alors, Allô? oui, oui, carré, je réfléchissais. Alors, pour
Sartre, toujours en lien avec Kant et avec, au fond, les grands philosophes de l'époque moderne, Sartre, donc, pour lui, la liberté, c'est un fait. Je vous ai pas entendu. La liberté, pour Sartre, c'est un fait. Un fait? Un fait, oui, un fait. Ok. Un fait, un fait. C'est un fait Ok. rationnel, c'est quelque chose d'effectif. Et pour lui, c'est des choses qui existent, c'est ça, c'est ce qu'il Ok. veut dire. Et pour Sartre, la liberté, elle ne peut pas s'exercer sans la responsabilité. Et l'inverse est également vrai. C'est-à-dire que un être, une personne qui n'est pas responsable n'est pas libre. Hmm. Tout simplement parce que la liberté se fonde sur des choix qui sont pleinement assumés et volontaires, du coup. Ça veut donc dire que si l'individu, il veut revendiquer, et ça, ce terme de revendiquer est extrêmement important, s'il veut revendiquer la liberté, alors il doit assumer pleinement toutes ses actions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Mhm. Sinon, on tombe dans ce qu'il appelle la mauvaise foi. Mauvaise foi. Oui. S'il n'y a pas cette responsabilité associée à la liberté, alors toutes ces actions perdent de leur valeur. Mhm. C'est-à-dire tout simplement qu'il n'y aurait plus aucun mérite et aucune faute. Tout ça, tout ne serait que déterminé. Ok. Donc il n'y aurait aucune raison d'avoir une morale. Je peux très bien voler, c'est pas un problème. Ok. Ou même d'imposer une justice au sein d'un groupe social, ça n'a plus aucun intérêt. Et Ok. ça, pour Sartre, on revient encore sur le même point qu'on a abordé tout à l'heure, ça n'est pas possible. Ok. Et cette responsabilité totale chez Sartre, elle suppose ainsi qu'on qu'on l'assume devant tous et à chaque instant. À chaque Mhm. instant, à chaque instant, si je veux être libre, je dois assumer la responsabilité de mes actes, donc à chaque instant et devant tous, Ok. toute personne. C'est pour ça qu'il dira, nous sommes condamnés à être libres, comme un poids sur les épaules, mais un poids qui nous pousse à nous améliorer, à grandir. Oui. Donc il a une forme d'obligation à être libre. Il dira, notre responsabilité est beaucoup plus grande que nous pourrions le supposer, car elle engage l'humanité entière. Je suis responsable pour moi-même et pour tous. Et je Ok. crée, et je crée une certaine image de l'homme que je choisis. En me choisissant, je choisis l'homme. Mhm. Dans l'existentialisme et l'humanisme, c'est un des fameux ouvrages de Sartre.
Alors oui, Sartre, il est conscient que l'homme, il a la capacité de choisir, il a la capacité de choisir ce qu'il est et de nier aussi ce qu'il est. Mhm. Il a aussi le choix d'être telle ou telle personne, de devenir telle ou telle personne. Je veux faire tel ou tel travail, je veux devenir, je veux améliorer mon esprit, je vais pratiquer l'éthique, la morale pour devenir une meilleure personne. Donc je fais le choix de devenir une meilleure personne, de faire cette personne, de devenir la personne que j'ai envie de devenir. Ok. Mais pour ça, ça suppose que nous devons assumer pleinement les conséquences de nos actes. Si j'ai fait quelque chose de répréhensible, on ne pourra pas dire je l'ai fait parce que je suis comme ça. Parce que c'est comme ça, c'est dans ma nature, j'y peux rien. Ça, pour Sartre, ce n'est pas possible. C'est de la mauvaise foi. Ok. On a la capacité de changer, de se remettre en question et d'aller de l'avant. Mhm. Et encore une fois, ceci relève de la mauvaise foi pour Sartre. Voilà. Alors moi, dans ma conclusion, je ne sais pas si je vous l'avais dit la dernière fois, dans ma conclusion, j'avais abordé Arendt. Elle fait le parallèle avec la politique. Elle dit tout simplement que la raison d'être même de la politique est la liberté. La politique n'existe que parce que il y a la liberté. Sans la liberté, au fond, il n'y a aucune raison à ce qu'il y ait une politique. Mhm. Ça sous-entend dire que il faut qu'il y ait une morale. Il faut qu'il y ait une éthique. D'ailleurs, la justice et le droit est basé sur la morale, sur une éthique. Sinon, il n'y aurait pas de justice. Donc, on voit bien que la liberté et la morale sont interconnectées. Voilà pour le cours. Est-ce que tu as des questions? Non, ça va. On va aborder un sujet de dissertation. On va faire comme on avait fait une fois. Je vais te donner un sujet et tu vas y réfléchir pendant quelques minutes sur la définition. Et ensuite, on fera la problématique et le plan. Ok. D'accord? Euh, le sujet de dissertation, c'est la liberté est-elle une illusion? La liberté est-elle une illusion? Oui, c'est ça. Ok. Est-ce que, est-ce qu'on avait déjà abordé ce sujet ou pas? Non. Non, non. D'accord. Je vais te laisser 5 minutes Ok. ou 4 ou 5 minutes pour essayer de définir liberté et illusion, donner les différents sens, et ensuite on corrige. D'accord? Ok. À tout de suite.
Excuse-moi de t'interrompre, parce que là, tu m'entends mieux. Oui, un petit peu. Là, c'est mieux? Un petit peu, oui. Ok. C'est bon pour toi? Tu veux qu'on corrige ou je te laisse éliminer du coup? Encore un petit peu. D'accord. C'est bon. C'est bon, j'ai terminé. D'accord. Alors, est-ce que tu peux me dire
Du coup, est-ce que tu peux me donner une définition de la liberté? Bon, ça, de toute façon, on vient de le faire, mais c'est bien aussi, ici d'essayer d'établir un Bah, parallèle avec... la liberté, en gros, bah, c'est ce qui désigne la capacité de l'être humain à agir du coup bah, selon sa propre volonté Mhm, et à faire des choix et à les déterminer par lui-même sans être soumis du coup par des contraintes extérieures mhm, ou intérieures. Et après, bah, on a plusieurs types de liberté. Bah, ça peut être la liberté, je sais pas comment dire, mais en gros, enfin, d'agir comme on veut. On peut avoir la liberté de penser comme on veut. On peut avoir la liberté bah, morale, enfin, d'agir en fonction de ce qu'on veut. Et, euh, et voilà, et de choisir bah, pour nous et pour ce qu'on fait. Euh, et du coup, bah, l'illusion, c'est le fait justement d'un peu quelque chose qui est complexe et qui est enfin, qui a une apparence en gros un peu trompeuse de la réalité et qui est pas justement ce qu'il y a dans la réalité. Et, c'est quelque chose qui repose pas sur quelque chose d'objectif. mhm. Ça peut venir, bah, je sais pas, enfin, d'imagination, etc., ou d'une croyance, mais c'est pas quelque chose qui est approuvé ou qui est objectif. Voilà. D'accord. Euh, alors, sur la liberté, il y a des choses intéressantes. Euh, il il faut essayer d'être un peu plus clair avec la notion de morale associée à la liberté. Là, il suffit tout simplement de, de reprendre le cours sur Kant. Mais avant ça, je vais J'ai pas entendu ce que vous avez dit avant, ça a bugué. Enfin, je sais pas. alors, la, la liberté, alors, l'associer à la morale, oui, Mhm. ça fait partie d'un, c'est un des points de la liberté. Et là, notamment, il faut revoir le cours sur Kant, notamment. Mais avant ça, je vais donc donner juste, je vais redonner une définition générale. Alors, tu as très bien dit que la liberté, c'est relatif à notre indépendance. Quelqu'un qui est de condition libre, qui n'est pas esclave. Voilà. Ensuite, ça c'est une définition générale. Dans un premier sens, on dira que c'est une personne qui n'est pas en état d'esclavage ou de servitude. Dans un second sens, en deux points, euh, le premier point de ce second sens, ce serait de dire que euh, c'est la volonté de l'individu qui suit la raison et la morale. Donc, c'est sa volonté qui obéit à sa raison, il y a une forme de moralité, et c'est en ce sens qu'il est libre. Et un deuxième point, c'est la connaissance des lois de la nature et de pouvoir agir dessus. Mhm. Ça, c'est le second sens. Il y a un troisième sens. Euh, Ici, on peut faire le parallèle avec l'autonomie du choix de Kant, et tout simplement l'obéissance de ma volonté à ce qu'elle se prescrit elle-même comme morale. Mhm. Et un dernier sens, là on pourra faire le parallèle avec la politique, et tout simplement le fait d'agir sous la gouvernance des lois, d'agir librement sous la gouvernance et la protection des lois. Et, et c'est aussi le fait qu'un peuple, il se gouverne en toute souveraineté. Donc, voilà. Pour l'illusion, alors la notion d'objectif, J'entends pas très bien. Est-ce que vous pouvez, enfin, la, en ce qui concerne l'illusion, euh,
Alors, c'est l'illusion, de manière générale, c'est se jouer d'eux, se moquer d'eux. Là, la définition, on va dire, première, mot à mot, ça renvoie à ça. Oui, Se jouer de quelqu'un, se moquer de quelqu'un. Euh, un premier sens philosophique, c'est une opinion ou une croyance qui abuse de notre esprit et qui nous pousse à croire en des choses euh, qui ne correspondent pas à la réalité. Et c'est souvent euh, euh, le fait de vouloir réaliser un désir. On est tellement pris par ce désir qu'on va croire en des choses qui sont fausses pour accomplir ce désir. Un deuxième sens à l'illusion, c'est tout simplement une interprétation qui est fausse et défectueuse de par nos sens. oui, C'est pour ça que la notion d'objectif, elle est juste, mais pas totalement. Parce que si on prend le cas de la science, il y a plein de théories dans la science qui sont fausses. je n'entends pas. Il y a plein de théories dans la Oui, science qui sont fausses. oui, Euh, et parce que ça découle d'une interprétation qui, elle, est fausse. oui, Et cette interprétation fausse, c'est tout simplement le fruit d'une illusion, d'une mauvaise interprétation des choses et liée à nos sens qui ne sont pas parfaits. Nos sens, ils ne sont pas parfaits, donc parfois, ils nous induisent en erreur. oui, Voilà. Donc, il y a une volonté d'être objectif, mais parfois, malheureusement, euh, le fait que nos sens sont limités, il nous trompe. Je vais te laisser 3 minutes pour faire une ok, problématique entre, en mettant en tension euh, le pour et enfin, le oui et le non. Il faut faire, pour schématiser les choses de manière très simpliste. Voilà. Je te laisse 3 à 4 minutes. D'accord? oui.
Est-ce que c'est bon pour toi? Oui. D'accord, vas-y, écoute. J'ai mis sommes-nous vraiment libres de faire ce que nous voulons ou bien est-ce que nous croyons et nous pensons être réellement libres? Hmm. Est-ce que tu peux me répéter la question? Souvent, je demande de répéter parce que Oui, oui. je réfléchis. Euh, j'ai mis sommes-nous vraiment libres de faire ce que nous voulons ou croyons-nous ça, je pas... Oui, ou croyons-nous être réellement libres? La deuxième proposition, c'est un peu trop général. Croyez-nous être réellement libres? Ou croyons-nous être réellement libres de nos choix? Oui, éventuellement. Là, c'est déjà Ok. un peu plus précis. Euh, J'essaie de faire le parallèle avec moi, ma problématique. Oui, alors, ici, en introduction, il faut, avant de donner la problématique, quand tu feras ton Mhm. introduction, il faut essayer de problématiser un peu. Alors, ça peut être juste, tout dépend comment tu abordes, comment tu vas expliquer les termes. Mais en fait, j'ai mis sommes-nous. Oui, oui. Ce que je veux dire, c'est qu'en dissertation, ça peut être bien, ça peut être une bonne problématique. Tout dépend de ce qu'on met en amont, avant. D'accord? Ah, Tout oui. dépend de ce qu'on met auparavant, comment on va définir la liberté, l'illusion. Est-ce qu'on a réellement réussi à déceler les différents sens, à les appliquer ici à notre réflexion? Et ensuite, cette problématique va être pertinente. Tout dépend comment on construit la suite. Ouais. Ici, il y a une tension dans ce que tu énonces. J'entends rien, j'entends rien. Ici, il y a alors c'est peut-être la météo, je ne sais pas, parce qu'il y a eu des orages. Euh, Ici, la, la tension, on voit bien qu'il y a une tension Mhm. entre, on va dire, le oui et le non. Je vais moi donner ma problématique et tu pourras ensuite faire le parallèle avec la tienne. Euh, J'en ai donné deux. La première, donc, soit l'une ou l'autre, hein, d'accord? Donc, deux problématiques différentes. La première, si tout est établi selon un mécanisme naturel et psychologique au travers de causes premières, donc là, on a une première tension Mhm. dans cette première partie de la problématique. Elle n'est pas finie, la problématique, hein. Dans cette première partie de la problématique, ici, on sous-entend déjà, on fait appel déjà à Spinoza, au fait que tout est déterminé. Et du coup, que la liberté apparaît comme une illusion, parce que Oui. tout est déterminé. Qu'en est-il alors de notre libre arbitre qui impacte nos vies et le monde? Celui-ci nous procure-t-il une réelle liberté absolue? J'ai rien entendu, en fait, j'entends très Qu'en mal est-il, et... qu'en est-il, qu'en est-il de notre libre arbitre qui impacte nos vies et le monde? Mm. Celui-ci nous procure-t-il une réelle liberté absolue? Ok. Dans cette deuxième citation, dans cette deuxième partie de la problématique, ici on va faire référence au libre arbitre, notamment de Descartes, mais Mhm. pas que. On pourra aussi faire référence à Kant, pourquoi pas. Et est-ce que cette liberté est-elle réellement absolue? Mhm.
Un deuxième choix de problématique, ce serait de dire si tout individu éprouve un sentiment immédiat de liberté, cette conviction renvoie-t-elle à une croyance illusoire ou à une véritable connaissance de J'entends soi? rien, j'entends rien. Si tout individu éprouve un sentiment immédiat de liberté, cette conviction renvoie-t-elle à une croyance illusoire ou à une véritable connaissance de soi? Ok. Donc, si on a réellement un sentiment immédiat de liberté, c'est-à-dire cette liberté euh, chez Descartes, c'est une liberté associée aux vérités évidentes, quelque chose qui est évident par soi-même, ou tout Mhm. simplement, est-ce que cette liberté, au fond, c'est une illusion ou à une véritable connaissance de soi? Ok. Et ici, pour définir un peu plus cette problématique, on pourrait dire, mais ici, en brouillon, se questionner sur quels sont les besoins que l'homme cherche, quels sont les besoins que l'homme cherche à satisfaire dans sa liberté. Pourquoi est-ce que l'homme cherche, cherche absolument à prouver sa liberté? Est-ce Mhm. qu'il n'y a pas une forme d'illusion à essayer de chercher à prouver sa liberté? Et au fond, si cette liberté, c'est une illusion, quels sont les désirs qui s'enracinent dans cette illusion? Si on prend l'exemple de Platon dans le Gorgias avec Calliclès, est-ce que ces désirs ne sont pas une illusion qui nous font croire à une liberté? Voilà un peu la tension qu'il y a entre ces deux points. Mhm. On fera le plan la prochaine fois. D'accord. Voilà. Alors pour le micro, ça m'étonne parce que moi je me suis écouté là récemment et ça fonctionnait, donc c'est bizarre que ça ne. Mais moi j'ai une question. Oui, Enfin, pour que ça soit encore plus clair, est-ce que vous pourriez me faire, une petite fiche de révision récapitulative avec les philosophes, leur point de vue, etc. oui, je peux éventuellement le faire. Je vais voir ça cette semaine Ok, et je posterai ça sur le WhatsApp du groupe. ok. Bah merci beaucoup. Ça serait bien parce que du coup, comme ça, comme en cours, on n'a pas trop de cours, tout ça, ça serait mieux, je pense. D'accord, ok. Et votre professeur, il vous a donné des textes, des Bah non, références. justement, en fait, on fait pas de texte et on n'a pas trop de support, du coup, c'est un peu. D'accord, ok. Ça marche. Ok, bah, je vais voir ça et Merci. je tiens au courant dans le groupe. Ok. Merci. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.